Nous sommes en Espagne, en janvier 1809. Dans les environs de La Coruña, Français et Britanniques s'affrontent dans un combat sans pitié. L'objectif pour la Grande Armée, asseoir une fois pour toutes sa domination sur la péninsule ibérique. Mais rien ne se passe comme prévu. D'abord, les Anglais profitent de la tombée du jour pour battre en retraite. La France n'ayant toujours pas de marine, leurs ennemis se replient sans crainte vers l'Angleterre, puis débarquent à nouveau au Portugal. Mais pour une fois, les manœuvres de Londres ne sont pas les seules choses qui tracassent l'esprit de l'empereur. Nous l'avions vu, le conflit espagnol n'est pas compris par l'opinion publique. Le Corse n'avait-il pas promis la paix? N'avait-il pas promis la prospérité et le retour à l'équilibre? Une interrogation qui conduit certains ministres à comploter dans le dos du souverain. En réaction, le ministre de la police, Joseph Fouché, est démis de ses fonctions. Talleyrand, le plus éminent diplomate de l'Europe, reçoit un flot d'insultes. C'est tout, car Napoléon a d'autres choses à faire. En effet, avec 200 000 hommes bloqués en Espagne, l'Autriche veut prendre sa revanche contre les Français. L'heure est grave. Après son agression contre Madrid, l'Empire n'a pas de deuxième armée pour se défendre. Non, c'est l'allié russe qui est le garant de la sécurité des frontières. Et si le tsar se défile, alors comment l'empereur peut-il s'y prendre? Doit-il négocier pour éviter la reprise du conflit? Ou doit-il mettre sur pied une nouvelle armée? Problème napoléonien, solution napoléonienne. Si la guerre semble inévitable, le Corse doit la mener personnellement. Mais il ne se doute pas un seul instant, pas une seule seconde, qu'il est sur le point de connaître le premier grand revers militaire de son histoire, la bataille d'Essling. Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de notre partenaire Lucotte. Fondée peu avant la Révolution française, la maison Lucotte propose des figurines de collection dédiées aux soldats de l'Empire, de ses alliés et de ses adversaires. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous trouverez un lien vers leur site internet dans la section des commentaires. Mais retournons à notre histoire. Dans les premiers mois de l'an 1809, l'Empire de Napoléon connaît de grandes difficultés. Si le Corse est imbattable dans les affaires militaires, sa stratégie diplomatique ne connaît pas les mêmes succès. Pour comprendre, tentons de revenir quelque temps en arrière. Dans l'épisode précédent, nous avions vu qu'une fois les coalisés terrassés sur le champ de bataille, Napoléon devait répondre à la question suivante. Comment garantir la paix? Comment être sûr que plus jamais personne ne puisse lever les armes contre la Révolution? Pour l'empereur, la réponse était la suivante. Détruire les puissants ennemis et fonder une Europe nouvelle. Une Europe qui rejetterait le féodalisme comme la France rejetait l'Ancien Régime. Pour comprendre, regardons les conséquences de l'occupation française sur le destin des peuples. En Pologne, par exemple, le maréchal de fer est chargé d'administrer un nouvel État. Louis-Nicolas Davout réunit donc l'élite politique et prend connaissance de leurs revendications. L'une d'entre elles concerne le maintien des privilèges. On demande par exemple à ce que soit maintenu le servage. En clair, il s'agit pour les nobles de continuer à faire travailler les paysans sans les payer. Une demande qui bien sûr est rejetée par le maréchal de fer. Il exige que la constitution du duché de Varsovie supprime cette tradition. En Italie, dans le royaume de Naples, l'occupation française produit les mêmes effets. Face à la Grande Armée, l'élite locale tente également de maintenir ses prérogatives. Par exemple, le clergé demande à ce que le culte catholique soit la seule religion tolérée dans le pays. Mais lorsque Murat reçoit le titre de roi de Naples, ce dernier force la mise en place des acquis de la Révolution française. Oui, le catholicisme reste la religion d'État, mais en aucune façon les protestants ou les juifs ne seraient poursuivis par la justice. Partout donc, Napoléon écrase les traditions. Et partout, il trouve du soutien. Les bourgeois, les intellectuels, les philosophes. Ils accueillent l'occupation française avec enthousiasme. Voilà donc la stratégie de l'empereur pour garantir la paix. Fournir aux différents peuples le progrès politique, en échange de leur soumission. Dans les mots de l'historien Thierry Lenz, le projet de Napoléon est de bâtir un système. Un système dont il serait le père fondateur, comme un César, comme un Charlemagne. Cependant, si cette ambition trouve du soutien, elle rencontre aussi des résistances. En Allemagne ou en Italie, la domination française est acceptée car la notion de patrie allemande ou de patrie italienne n'existe pas. À Nuremberg, à Francfort, à Munich, on ne parle pas la même langue. À Rome, à Turin ou à Venise, on n'a pas conscience de faire partie d'un même peuple. Pas encore. Pour ces gens,
Entre domination française ou domination autrichienne, autant choisir celle de Paris. Au moins, les villes ont désormais des préfectures. Les régions ont désormais des parlements. Mais ce qui est possible en Allemagne ou en Italie n'est pas possible partout. En Espagne, par exemple, l'idée de la patrie fière et indépendante existe déjà. De plus, celle-ci est fondée sur le culte catholique. C'est Dieu qui choisit le roi, pas Napoléon. Et puisque les deux camps refusent le compromis, alors c'est la guerre. La guerre sans fin. La guerre qui contraint le Corse à mobiliser 200 000 soldats sur la péninsule. Alors bien évidemment, l'Autriche saisit l'occasion. Là encore, Napoléon avait anticipé. L'alliance franco-russe devait éviter la reprise du conflit. Mais plus les tensions montent, plus le tsar se défile. Alors l'empereur doit réagir. Au début de l'an 1809, il n'y a plus personne pour défendre la frontière orientale. En catastrophe donc, on forme des jeunes conscrits, des jeunes sans expérience. Mais ce n'est pas assez. Alors on grossit les rangs avec des Allemands, des Italiens, des Hollandais, comme si leur destin était désormais lié à celui de la France. L'enjeu est de taille. L'Autriche dispose d'environ 300 000 hommes et de plus de 700 canons. Si l'Empire réussit à lever 200 000 soldats pour se défendre, son parc d'artillerie reste bien moins fourni. Comment faire pour produire plus de canons? Comment faire pour recruter davantage de troupes? Il faudra du temps, plus de temps. Mais le 12 avril 1809 à 19h, le maréchal Berthier entre dans le bureau de Napoléon. Le verdict tombe. Du temps, l'empereur n'en aura pas. Les Autrichiens attaquent. On rapporte alors qu'à l'annonce de cette nouvelle, le regard de Napoléon s'est figé pour un instant. Il se questionne. Se serait-il trompé? Sa stratégie de refonder l'Europe avec le soutien des Russes aurait-elle été une erreur? D'une part, la refondation du continent a provoqué le soulèvement de l'Espagne. D'autre part, le tsar n'a pas tenu parole. Napoléon n'avait rien prévu de tout cela. Il est seul. Seul avec une armée à peine entraînée, à peine disciplinée, à peine française. La grande armée n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et c'est la guerre. Nous sommes en Europe, en avril 1809. Avec la grande armée bloquée en Espagne, l'Autriche en profite pour prendre sa revanche contre Napoléon. L'empereur s'est fait surprendre. Il a certes levé une nouvelle armée, mais il n'a pas reçu le soutien des Russes. Pour la première fois, les alliés allemands, hollandais et italiens vont devoir combattre aux côtés des Français. Mais cela risque de ne pas suffire. Au début du printemps 1809, l'Autriche répartit ses 300 000 hommes de la façon suivante. Les 2 tiers des forces en Allemagne, 60 000 hommes en Italie, tandis que le reste doit libérer la Pologne. De son côté, Napoléon fait aligner 150 000 hommes sur le front nord, 50 000 sur le front sud, tandis que le duché de Varsovie doit se débrouiller seul. Sur tous les fronts, la grande armée est donc en infériorité numérique. Fort de ce constat, les Autrichiens veulent en profiter pour prendre l'initiative. Dès le 10 avril 1809 en Bavière, l'archiduc Charles enfonce les Bavarois qui défendent la ville de Landshut. Ensuite, il remonte vers le nord pour piéger Davout autour de Regensburg. Les Français, surpris par cette offensive prématurée, sont mal répartis. Le maréchal de fer doit se repositionner vers le sud-ouest pour échapper à la destruction. Mais Charles n'a pas dit son dernier mot. Il fait accélérer la marche et tente de lui couper la route. Le 19 avril, il accroche finalement les Français et la première grande bataille de la campagne peut enfin commencer. Dans les environs d'un village appelé Teuggen, le maréchal de fer doit contenir des forces qui lui sont doublement supérieures. Mais cela n'a pas tellement d'importance. L'objectif n'est pas tant de remporter la victoire, mais plutôt de se frayer un chemin. Alors les Français résistent, et leurs efforts ne sont pas en vain. Le mauvais temps enraye rapidement la machine de guerre de l'ennemi. Par chance, les averses s'accélèrent, les nuages s'alourdissent, le tonnerre gronde et voilà qu'un orage finit par éclater au-dessus du champ de bataille. En quelques minutes, le déluge finit par rendre la poudre inutilisable. Plus de canons, plus de fusils, c'est la mêlée sur tous les fronts. Et Davout peut en profiter pour faire évacuer ses hommes. De son côté, Napoléon voit dans ce coup manqué une occasion de reprendre la main. En effet, puisque l'archiduc a déployé une grande partie de ses forces sur la droite, il est donc vulnérable sur la gauche. L'empereur n'hésite pas une seule seconde. Le 20 avril 1809, un corps improvisé de franco-bavarois attaque les Autrichiens réfugiés sur Abelsberg. Tel est donc pris qu'il croyait prendre. L'archiduc n'a pas assez de troupes concentrées sur ce point. En infériorité numérique, ses hommes reculent et se réfugient sur Landshut. Le lendemain, la ville est encerclée, la ville est prise d'assaut, et voilà que l'armée autrichienne est désormais coupée en deux.
Les Autrichiens n'ont donc pas d'autre choix que de jouer leur va-tout. Il faut que toutes les troupes disponibles convergent sur Davout pour l'anéantir. Ainsi, durant la journée du 21 avril 1809, Charles cherche à anéantir Davout dans les environs d'Eckmühl. Encore une fois, le maréchal de fer se bat à 1 contre 2. Mais qu'importe, il faut attaquer. Il faut attaquer pour s'emparer des positions défensives. Les bois, les hameaux, les hauteurs. Il faut tout investir. L'objectif, tenir. Tenir le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée des renforts. Bien heureusement, les efforts du maréchal finissent par payer. Dans la soirée, les premiers hommes de Napoléon font enfin leur apparition et le reste de l'armée prend position le lendemain. L'archiduc doit se rendre à l'évidence. Il risque d'être pris en tenaille par l'ennemi. La bataille d'Eckmühl était son dernier espoir. Mais c'est une défaite, la 3e en 3 jours. Ainsi, à peine 2 semaines après avoir lancé l'offensive, Charles doit abandonner la partie. Il se replie alors sur Regensburg, mais Napoléon ne lui laisse aucun répit. Le 23 avril, les Français fixent encore les Autrichiens qui tentent de sauver l'armée. L'enjeu est de taille. Le Corse peut infliger ici et maintenant un coup décisif à l'ennemi. Alors il s'approche pour motiver les hommes. Il s'approche encore et encore. Les hommes exultent à la vue de leur empereur. Ils redoublent d'efforts et relancent l'offensive. Mais Napoléon prend trop de risques. Dans la cohue, une balle autrichienne se perd et finit droit dans son talon. Cependant, le risque en valait bien la peine. Désormais, le gros des forces ennemies est contraint de retraverser le fleuve. 4 jours seulement après le début des hostilités, Napoléon s'ouvre la route de Vienne. Après 4 jours de manœuvre donc, tout semble perdu pour les Autrichiens. Les Français sont maîtres de la rive droite. Plus rien ne peut empêcher la prise de la capitale. Charles doit-il demander la paix? Doit-il jeter l'éponge devant Napoléon? Même en l'attaquant par surprise, même en l'attaquant avec 2 fois plus de canons et bien plus d'effectifs, même avec tout ça, la partie contre lui est déjà perdue après 4 jours. Et pourtant, ce n'est pas faute pour Charles de ne pas s'être préparé. Il avait même importé de France les innovations logistiques qui avaient fait le succès de l'empereur, telles que le corps d'armée. L'archiduc, cependant, n'a pas le droit de perdre. Que faire si Napoléon s'empare de la capitale? Que faire s'il décide de la destruction pure et simple de l'Autriche? Que faire s'il décide de faire avec Vienne ce qu'il a fait avec Berlin? Charles observe donc le positionnement des Français lorsqu'il s'empare de la capitale. Le 13 mai 1809, l'empereur n'a plus que 90 000 hommes à disposition. Le reste est en garnison dans les territoires conquis où la population humiliée semble hostile à l'occupation française. Avec 100 000 hommes en état de se battre, les Autrichiens ont donc la supériorité numérique. Une fois encore, ils ont aussi un nombre de canons doublement supérieur à celui de la Grande Armée. Mais nous l'avons vu, ce n'est pas suffisant pour battre Napoléon. Il va falloir trouver autre chose. Autre chose, comme attirer l'invincible général corse dans un piège. Un piège qui, tendu devant les murs de la capitale du plus grand ennemi de la Révolution, devrait décider une bonne fois pour toutes du sort de l'Europe. Nous sommes le 21 mai 1809, dans les environs de Vienne, près d'un village appelé Essling. Loin d'avoir abandonné la partie, l'archiduc Charles revient en force pour libérer sa capitale. Avec 100 000 hommes et 250 canons à disposition, il prépare un plan des plus audacieux. Mais comment compte-t-il s'y prendre? Tout d'abord, Charles estime que Napoléon fera comme à l'accoutumée. Lorsque l'empereur est en vue de l'ennemi, il attaque, même en infériorité numérique. Alors l'archiduc veut prendre le Corse à son propre jeu. Il dispose ses troupes en arc de cercle autour de l'île de Lobo, puis il attend. Il attend que les Français commencent leur mouvement. Napoléon, en effet, ordonne que ses maréchaux s'emparent des villages d'Asperne sur la gauche et d'Essling sur la droite. L'objectif est simple, protéger les flancs et donner au reste des troupes le temps nécessaire pour traverser le fleuve. Et c'est là, justement, où Charles veut surprendre son ennemi. Pour comprendre, il faut observer plus en détail le dispositif français. Pour assurer le va-et-vient de part et d'autre du Danube, Napoléon n'a fait construire que quelques ponts. Des ponts en bois, des ponts vulnérables, des ponts qui ne résisteraient pas au choc avec les dizaines de troncs d'arbres que Charles fait jeter dans le courant. Voilà en quoi consiste le plan des Autrichiens. Attendre que l'ennemi soit en nombre suffisant sur la rive droite, puis rendre impossible l'arrivée des renforts. Aussi, lorsque 30 000 Français se lancent à l'assaut d'Asperne et d'Essling, l'archiduc Charles fait exécuter son plan. D'abord, vers 13 h, une marée de plomb, une marée de boulets, une marée de projectiles qui fait des ravages dans les rangs de la Grande Armée. Les soldats de l'empereur tombent comme des mouches. Les maisons s'enflamment en quelques minutes.
La fumée fait qu'on n'y voit plus rien. Plus rien. Mais qu'importe. Napoléon fait former les lignes. Il faut tirer. Il faut tirer droit devant et défendre la position. Voyant les Français lui résister, Charles met au point la deuxième phase de son plan. Il ordonne que l'on jette les troncs d'arbres dans le fleuve. En quelques instants, ces derniers viennent percuter les ponts et les détruisent. Parfait. Les 30 000 Français sur la rive droite sont isolés face à 100 000 Autrichiens. Alors vers 15 h, l'archiduc ordonne un mouvement d'encerclement sur Asperne. Le maréchal Masséna, chargé de la défense du village, doit tenir à 1 contre 3. Rapidement, la bataille s'engage. On se bat dans les rues, on se bat dans les maisons, on se bat pour chaque mètre de terrain. Asperne est perdu, puis regagné, puis perdu encore avant d'être finalement repris. Les Français tiennent le choc. Mais pour combien de temps encore? Les ingénieurs tentent de reconstruire le pont, mais ils ne font pas de miracle. Or, la situation sur la rive droite devient de plus en plus difficile. Même la charge de cavalerie sur le centre autrichien ne permet pas de rétablir l'équilibre. Napoléon doit se rendre à l'évidence. Il est tombé droit dans la gueule du loup. Et le loup, Charles, se rend compte qu'il est sur le point de réaliser l'improbable. Battre l'invincible général de la Révolution. Battre le plus grand génie militaire de son temps. Battre Napoléon. Alors il pousse son avantage et lance un assaut général sur Essling. Vers 17 h, le sort de la journée repose donc sur le maréchal Lannes. Néanmoins, le Français fait des merveilles. Des merveilles, alors qu'il n'a que 6 canons pour s'opposer à la cinquantaine de bouches à feu que déploient les Autrichiens. La résistance de la droite tient quasiment du miracle. Malheureusement, la situation n'est pas aussi brillante sur la gauche. Après de lourdes pertes, Masséna doit reculer encore, et seule la tombée du jour vient sauver Napoléon d'une véritable catastrophe. L'empereur est abasourdi. La situation est catastrophique, mais on lui communique tout de même une bonne nouvelle. Le pont est réparé. Enfin, le 22 mai dans la nuit, l'empereur fait progressivement monter ses effectifs à 60 000 hommes sur la rive droite. Seul Davout reste sur la gauche, mais il est en marche pour rejoindre l'armée. Vers 3 h du matin, les combats reprennent. Le plan de Napoléon est le suivant. Une fois que le maréchal de fer sera suffisamment proche, la grande armée devrait enfoncer le dispositif ennemi sur le centre. Le Corse est persuadé d'une chose. C'est là le point faible de l'ennemi. C'est en attaquant ici, même à 2 contre 3, qu'il forcera Charles à la reddition. Aussi, dès lors que Masséna consolide sa position sur la gauche, le maréchal Lannes exécute les ordres de l'empereur. Et voyant le dispositif ennemi sur le point de rompre, il ordonne une gigantesque charge de cavalerie. Cette fois-ci sera la bonne. 5000 hommes à cheval s'élancent droit sur les Autrichiens. L'archiduc est surpris. Si les Français percent son centre, son armée serait coupée en 2. Ses fantassins tentent le tout pour le tout. Ils tentent d'enrayer la manœuvre. Ils tentent encore. Mais les cuirassiers de l'empereur ne s'arrêtent pas. Le choc est violent, il est terrible, il est épouvantable. Et désormais, cela ne fait plus aucun doute. La bataille d'Essling est une victoire française. Il n'y a plus qu'à enfoncer le clou. Il n'y a plus qu'à attendre Davout. Néanmoins, 2 choses vont faire basculer le cours de la journée. D'abord, une contre-offensive menée personnellement par Charles rétablit l'équilibre. Les Français ont donc besoin de renforts. Sauf qu'à ce moment-là, voilà que l'un des ponts sur le Danube rompt de nouveau. Davout est bloqué sur l'autre rive. Et avec lui, l'acheminement de la poudre, l'acheminement des munitions. Tout est compromis. De l'autre côté du fleuve, la panique s'empare rapidement de l'état-major. À quoi bon faire une percée sur le centre? À quoi bon les charges héroïques? À quoi bon tout cela, si l'on manque d'hommes et de munitions pour exploiter les brèches? L'empereur est donc pris au piège. À peine pense-t-il avoir gagné la bataille, qu'il fait rappeler ses hommes en catastrophe. Vite, reformez la ligne, reformez les rangs. Pas pour attaquer, pas cette fois-ci. Car Charles n'est pas un dupe. Il dispose non seulement de la supériorité numérique, mais aussi d'une écrasante supériorité en nombre de canons. Bref, si Napoléon ne parvient pas à se retirer sur l'île de Lobo, il serait détruit. Détruit, devant Vienne, devant la capitale du pire ennemi de l'Empire et de la Révolution. Tout un symbole. C'est donc avec un rêve à portée de main que l'archiduc fait attaquer Essling vers midi, puis Asperne vers 13 h. 250 canons créent un déluge de plomb sur les Français qui se retirent. Les munitions manquantes. La grande armée ne peut pas répliquer. Alors comment tout cela va-t-il finir? Les Français vont-ils résister? Les Français vont-ils parvenir à se replier? Après des années et des années de succès, Napoléon montre aux yeux du monde qu'il n'est pas infaillible. Une Autrichienne écrit dans ses mémoires. Par un merveilleux dimanche de printemps, le bruit d'une canonnade d'abord lointaine puis bruyante frappa nos oreilles. C'était l'inoubliable bataille d'Essling, au cours de laquelle notre archiduc fit plier l'invincible. Et si l'invincible peut plier, alors quel sera l'impact d'une telle nouvelle sur l'échiquier européen? Avec une armée bloquée en Espagne,
avec une autre bloquée en Autriche. La Prusse, la Suède, le Royaume-Uni, toutes ces puissances vont-elles rester les bras croisés? Cette vidéo était sponsorisée par notre partenaire Lucotte. Plongez-vous dans l'histoire de l'Empire avec ses figurines de collection et revivez les batailles que nous venons de raconter. Pour accéder à leur catalogue en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la section des commentaires. Quant à nous, nous devons analyser les conséquences du premier grand échec militaire de Napoléon. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, et rendez-vous au prochain épisode.